Hello les filles, écoutez, merci encore d'être venues aujourd'hui pour cette chronique chorégraphique. On est le 20 décembre et c'est Virginie qui va démarrer. Oui, alors aujourd'hui pour la chronique engagée, je vais vous parler de Rita Levi Montalcini, donc, qui est née en 1909 et elle était donc une neurologue italienne et c'est grâce à elle qu'on a découvert donc, la molécule de croissance des neurones. Elle a fait des études en neurologie et elle a eu donc, beaucoup de mal parce que donc elle est de religion juive et aussi il y avait l'invasion des Allemands sur le territoire d'Italie. Donc elle a eu beaucoup de mal à faire des études, mais ça ne l'a pas empêchée parce qu'elle a quand même installé un petit laboratoire dans sa chambre où donc elle a étudié les fibres nerveuses des embryons de poulet, donc avec son microscope et des œufs. Donc, il lui fallait que de ça pour continuer sa recherche. Plus tard, elle a pu intégrer l'université de Washington, où elle a travaillé avec un embryologiste. Et c'est là qu'elle a en fait poussé, donc elle a fait faire pousser des neurones dans des boîtes en verre. Et c'est là qu'elle a découvert le facteur de croissance donc des neurones. Et elle a découvert que certains tissus cancéreux provoquaient donc la croissance rapide des cellules nerveuses. Donc, Rita Levi, elle est aussi, donc elle a été récompensée d'un prix Nobel en 1986. Elle a écrit son autobiographie Éloge de l'imperfection et elle a été élue sénatrice à vie. Et avec ce poste, en fait, elle a dû faire face à beaucoup de critiques vis-à-vis des autres sénateurs par rapport à son âge, mais aussi de ses origines juives. Donc, elle a fait face à l'antisémitisme. Mais c'est quand même une figure qui s'est battue jusqu'au bout et qui, malgré tous les obstacles dans sa vie, elle a fait ce qu'elle avait envie de faire. Et j'aime beaucoup cette citation d'elle qui est que le corps fasse ce qu'il veut. Je ne suis pas mon corps, je suis mon esprit. Voilà. Donc, c'était Rita Levi Montalcini. Ensuite, je voulais vous parler de Mission 1,5 degré. Donc, c'est un jeu qui est initié par l'ONU et l'idée, c'est de sonder l'opinion mondiale sur le changement climatique. Et donc, en fait, vous vous mettez à la place d'un décideur et vous allez prendre des décisions. Et l'idée, c'est de maintenir, en fait, en fonction des décisions que vous allez prendre, de maintenir le seuil à moins de 1,5 degré. Et vous êtes donc questionné sur plusieurs thématiques, l'énergie, le transport, l'économie verte, etc. Donc c'est souvent comme ça de questions. Et vous avez donc différentes réponses. Et donc c'est comme ça que vous prenez des décisions. Et ensuite, à la fin de ce petit jeu, vous avez ici un questionnaire qui vous dit quelles sont les mesures que vous aimeriez que les gouvernements mettent en place. Et l'idée, c'est que vous votez et que toutes ces données qui seront récoltées avec tout plein de participants du monde entier. Et c'est l'idée de faire tout un rassemblement de toutes les mesures et ensuite de pouvoir les envoyer à des gouvernements et des décideurs climatiques et politiques. Ensuite, je vais vous parler donc de cette campagne-là qui est Because Who is Perfect. Traduit en français, c'est parce que personne n'est parfait. Et là, c'est donc proposé en 2013 par Pro Infirmis, qui est donc une organisation suisse qui vise à inclure donc, les personnes handicapées, euh, favoriser leur inclusion et leur participation dans la vie sociale. Donc l'idée, c'est qu'il y a un couturier qui va rencontrer donc 5 personnes qui ont des handicaps et des morphologies différentes. Et en prenant leurs mesures, il va leur modeler en fait un mannequin. Et donc l'idée, c'est d'avoir un mannequin unique qui est donc créé en fonction donc, des morphologies de chacun. Et le but, c'est de pouvoir en fait mettre ces mannequins dans des grands magasins. Et en fait, ils ont fait une vidéo donc, que vous verrez dans le lien. Et en fait, on se rend compte dans cette vidéo que ces personnes ont beaucoup de mal en fait, à accepter leur apparence et que dans un second temps aussi, en fait, ça vise aussi à sensibiliser le grand public au handicap et on va dire à normaliser le handicap
dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est tout. Trop cool. Trop bien, merci Et je beaucoup. passe la main à Alma. Alors moi, dans les chroniques de cette semaine, je vais commencer par l'expo que j'ai vue ce week-end. Donc, il se trouve à Lafayette Anticipation. Donc, c'est une exposition qui parle des inspirations de Martin Margiela. Donc, pour vous visualiser un peu qui c'est, donc c'est un styliste qui a un style un peu particulier, qui ose beaucoup. Et donc, l'idée de cette expo, c'est vraiment pas de montrer ses créations, mais de montrer par quoi il s'est inspiré. Et donc, c'est quelqu'un qui aime bien apparemment me mettre mal à l'aise un petit peu. Donc, dans cette expo, donc, il y a des sculptures, il y a des installations, mais il y a aussi des performances. Et moi, en tout cas, ce que j'ai ressenti en venant, c'est que j'avais pas compris au début que c'était des performances, parce que c'était vraiment des choses assez minimes. Par exemple, quelqu'un qui prend un tableau, qui le décroche et qui va le mettre quelque part. Mais en même temps, c'est pas normal non plus. Enfin, c'est un petit peu décalé, mais pas trop. Donc ça nous met dans une... justement, moi, j'ai vécu ça comme une expérience un peu déroutante. Et ça nous met dans une situation un peu étrange et un peu surprenante parfois. Et donc, c'est une exposition gratuite et il y a une petite vidéo de présentation que vous pouvez voir vite fait. Donc voilà, il y a vraiment des dessins, il y a un peu de tout, et des installations un peu bizarres. Parfois, enfin, ils font des effets aussi où tu vois pas forcément l'installation. Et après, tu vas marcher et tu te rends compte qu'il y a un rideau qui s'est ouvert entre-temps et que du coup, tu vas voir l'installation. Donc, je vous la conseille. Ma deuxième chronique... Ah, ça bug. Attendez. Pourquoi ça marche pas? Ah, voilà. Donc, ça s'appelle l'exposition aux frontières de l'humain au musée de l'humain. Donc, je ne l'ai pas faite, mais elle est assez intrigante puisque donc, ça tourne autour du thème de qu'est-ce que l'humain. Donc, c'est vraiment la quête du sens. C'est une sorte de petit voyage. Et donc, l'idée, c'est de retrouver des objets d'art contemporain, d'objets muséographiques, de dispositifs multimédia ou de projections. Et donc voilà, donc c'est l'idée de s'interroger sur la nature et l'humanité, que je trouvais assez intéressante. Donc, comme vous pouvez voir sur les images. Voilà. Et pour finir, donc moi je voulais... Ah oui, j'ai oublié. Et aussi, donc là c'est la page officielle au musée de l'humain. Et en parallèle, du coup, ils proposent un petit jeu associé à l'exposition. Comment? Ah, pardon. Et du coup, dans ce jeu... L'homme, c'est le musée de l'homme. Oh, oui, pardon, musée de l'homme. Et donc, c'est une sorte de jeu de pistes où l'idée, c'est de résoudre des énigmes. En gros, ça se base sur un rapport confidentiel qu'on doit redonner à un chercheur. Et l'idée, c'est de savoir, une fois qu'on a résolu l'énigme, c'est de savoir est-ce qu'on doit en parler autour de nous, est-ce que l'humanité doit-elle savoir? Et je trouvais ça assez intéressant parce que ça répond un peu à la question que je pense beaucoup de scientifiques passionnés se posent, c'est est-ce que parfois c'est, comment on dit, c'est bien ou pas? Est-ce que c'est éthique ou ça ne l'est pas? Donc voilà, c'est un petit parcours expérientiel. Et pour les femmes, donc je voulais vous parler de Hatshepsut. Je vais le mettre là. Hatshepsut. Donc, c'est l'une des premières femmes pharaons de l'Égypte antique. Ah non, je n'ai pas de beaucoup de réseau. Voilà. Je trouvais ça assez intéressant. Donc, c'est une femme qui a vécu avant Cléopâtre. Et on a identifié sa momie qu'en 2007 parce que en fait, elle s'est imposée en tant que pharaon. Et même quand elle était pharaon, elle se mettait avec des habits d'homme, elle se mettait la barbe d'homme pour régner. Mais le problème, c'est que les générations futures de pharaons, on n'aimait pas l'idée qu'il y ait une femme pharaon avant eux. Donc, ils ont essayé de la faire disparaître au maximum.
sauf qu'on l'a quand même retrouvée parce que c'est une femme qui a fait énormément de constructions. Elle a notamment fait un, un- un tombeau funéraire gigantesque. Et du coup, on a quand même réussi à retrouver sa trace grâce à des hiéroglyphes, à des petits indices. Et on a retrouvé sa momie en 2007. Et vraiment, elle a fait énormément de choses d'installations architecturales conséquentes en Égypte. Et je trouvais que c'était assez intéressant pour enfin, d'avoir vu une femme pharaon. Voilà, voilà, c'est tout pour moi. Merci Anne. Super. L'expo au Musée de l'Homme, elle me fait penser à l'expo dont je vous avais parlé, Hyper Réalisme Sculpture Expo à Bruxelles. Et notamment, il y a l'espèce de petit bébé avec plein de têtes, plein d'oreilles, était présent d'ailleurs dans cette expo. Donc, je pense qu'il y a des artistes qui doivent être en commun. Voilà. Et sur Hatshepsut, est-ce que tu as un comparatif avec Nefertiti? Pourquoi est-ce que Nefertiti, elle est connue et pourquoi est-ce que Hatshepsut ne l'est pas? Non, je ne me suis pas renseignée dessus, mais c'est une bonne question. On va creuser. Mm. Ok, super. Bon, bah voilà. Dernière chronique avant Noël et avant les fêtes de fin d'année. Dernière chronique de 2021. Donc, rendez-vous en 2022 avec l'esprit reposé et plein de moments lumineux à vivre pendant ces vacances pour redémarrer l'année correctement, enfin, en tout cas en bonne forme. Oui.